J'arrivais de Russie. Ma mère m'avait parlé de la France dès ma plus tendre enfance, avec des descriptions lyriques et inspirées. And I think to myself, what a wonderful world. Ma mère avait alors 51 ans. Un âge difficile lorsqu'on n'a qu'un enfant pour tout soutien dans la vie. Depuis 13 ans déjà, seule, sans mari, sans amant. Elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le loyer, les souliers, les vêtements, le beefsteak de midi. Ce beefsteak qu'elle plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette, un peu solennellement, comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Lorsque les affaires lui permettaient d'envisager un mois de relative sécurité matérielle, elle engageait une femme de ménage. C'était une fille, au bas-ventre bien ancré, et dotée d'un derrière sensationnel. Un derrière que je voyais constamment en classe, au lieu et à la place de la figure de mon professeur de mathématiques. Bref, Mariette prenait dans ma vie une importance grandissante. Je me souviens de ce visage malicieux penché sur moi, et de cette voix. De cette voix qui me dit ensuite, alors que je planais toujours, entièrement débarrassé de tout poids, et continuant à caresser le visage de mon professeur de mathématiques. Faut pas lui dire, j'ai pas pu résister. Je sais bien que c'est ta mère, mais c'est tout de même beau un amour comme ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie, ça c'est sûr. Ma nullité en mathématiques m'interdisant d'être un nouvel Einstein, j'optais dès l'âge de 13 ans pour la littérature. J'avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs cahiers d'écoliers. Pour me donner l'illusion d'être publié, je les recopiais moi-même lettre par lettre en caractères d'imprimerie. Viens ici. Tu seras Victor Hugo, prix Nobel, ambassadeur de France. Partout tu inspireras le respect. Puis son regard se perdait dans l'espace. Un sourire heureux venait à ses lèvres, naïf et confiant à la fois, comme si ses yeux perçant les brumes de l'avenir avaient soudain vu son fils à l'âge d'homme monter lentement les marches du Panthéon en grande tenue, couvert de gloire, de succès, d'honneur. Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes, on croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver, on compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Parfois, lorsque je levais les yeux vers elle, assis derrière la table, dans mes culottes courtes, il me semblait que le monde n'était pas assez grand pour contenir mon amour. Pour elle, je voulais accomplir des prouesses sans attendre, immédiatement. Mais ce fut seulement au ping-pong que je pus vraiment donner le meilleur de moi-même et ramener des lauriers à la maison. Ce fut la seule victoire que je pus offrir à ma mère. Et la médaille d'argent gravée à mon nom figura jusqu'à la fin à une place d'honneur sur sa table de chevet. Attaqué par le réel sur tous les fronts, refoulé de toutes parts, me heurtant partout à mes limites, je pris l'habitude de me réfugier dans un monde imaginaire. Et à y vivre à travers les personnages que j'inventais une vie pleine de sens, de justice et de compassion. Instinctivement, sans influence littéraire apparente, je découvris l'humour. Cette façon habile et entièrement satisfaisante de désamorcer le réel au moment même où il va vous tomber dessus. En 1930, ma mère fit à Nice sa meilleure affaire. Elle persuada un investisseur d'acheter un immeuble, de le transformer en hôtel et de lui en confier la gérance. Rien que ça. Frappé comme tant d'autres avant lui par l'esprit d'entreprise et l'énergie de ma mère, l'homme accepta. Chaque jour, ma mère descendait aux cuisines, arrêtait le menu, remontait. Recevait les fournisseurs, faisait préparer les pique-niques des excursionnistes, inspectait la cave, veillait à tous les détails de l'affaire. Un jour, après avoir grimpé une vingtaine de fois le maudit escalier qui menait des cuisines au restaurant, elle s'assit brusquement sur une chaise, son visage et ses lèvres devinrent gris. Elle pencha un peu la tête de côté, ferma les yeux et mit la main sur sa poitrine. Tout son corps se mit à trembler. Ce souvenir ne me quitta plus jamais. L'idée qu'elle pût mourir avant que j'eusse accompli tout ce qu'elle attendait de moi. L'idée qu'elle pût quitter la terre avant d'avoir connu la justice me paraissait un défi au bon sens, aux bonnes mœurs, aux lois. Je sentis qu'il fallait me dépêcher. Qu'il me fallait en toute hâte écrire le chef-d'œuvre immortel, lequel en faisant de moi le plus jeune Tolstoï de tous les temps,
me permettrait d'apporter immédiatement à ma mère la récompense de ses peines et le couronnement de sa vie. À Paris, je m'enfermais dans ma minuscule chambre d'hôtel, et négligeant les cours à la faculté de droit, je me mis à écrire tout mon sou. Un matin, alors qu'il ne me restait plus que 50 francs en poche, et qu'un nouvel appel à ma mère devenait impératif, en ouvrant l'hebdomadaire Gringoire, je trouvais ma nouvelle, L'Orage. Nouvelle que j'avais envoyée à tout hasard au journal. Elle était imprimée sur toute une page, et mon nom, en caractères bien gras. Je repliais l'hebdomadaire et rentrais chez moi. J'étais écrivain. I feel your burning eyes.